Thomas. Bonjour Laetitia. Alors, ce matin, on va vous parler référentiel documentaire. Thomas, je te propose de commencer. Allons-y. Alors, pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour une société de mettre en place un référentiel documentaire? Pour plein de raisons. La première, c'est que ça va apporter certains gains de productivité, c'est-à-dire que des services comme le service client ou le marketing qui ont l'habitude d'envoyer beaucoup de messages, à ce moment-là, s'ils ont un modèle de message, ils n'auront plus qu'à le personnaliser avec 2-3 lignes, voire même l'envoyer directement. Et à ce moment-là, l'email est envoyé en 3 clics. Donc, gain de productivité. Le deuxième avantage, c'est l'homogénéité des messages. C'est-à-dire que j'ai un plateau sur un centre de contact avec 20 personnes, j'aurai 20 fois le même message et pas 20 messages différents qui seront adressés aux clients. Ça donne aussi une meilleure image de marque, donc ça découle aussi de l'homogénéité des messages. Mais également, on peut mettre en page les messages, on ajoute une charte graphique sur un document, sur un emailing, c'est beaucoup plus joli et ça fait beaucoup plus professionnel. Et dernier aspect, ça engendre aussi beaucoup moins de fautes d'orthographe. C'est-à-dire que si le modèle est bien fait et n'a pas de faute, à ce moment-là, on limite cela. Ce matin, ce qu'on a voulu, c'est vraiment laisser place à la démo. Donc, Thomas. Allons-y. Alors Laetitia, tu nous parlais des modèles de mail. Alors déjà, voyons où ils sont utilisés dans Udil. On va prendre contact avec un certain Damien Lesage, et puis on va cliquer sur la petite icône d'email, et en cliquant sur cette icône, j'accède en fait à la bibliothèque de modèles de messages prédéfinis, et donc prêts à l'envoi. Ces messages, je peux les adresser à mon client. Par exemple, si on revient d'un premier rendez-vous et puis on veut lui envoyer la présentation de Voyage Plus, eh ben, je vais cliquer directement sur le petit raccourci envoyer, et là, automatiquement, le mail va partir. Alors ça, c'est une première démarche. C'est-à-dire que là, directement, je lui ai envoyé ce modèle de message parce que il me paraissait intéressant. Sans avoir eu à rentrer dans une fenêtre d'email, là j'ai envoyé l'email en un clic. Et puis par exemple, si j'ai un événement, eh ben, je vais pouvoir utiliser un modèle qui est dédié à cet événement. Et là, en cliquant sur le crayon, cette fois-ci, avant de l'envoyer, je vais pouvoir modifier ce message. Alors on va cliquer sur modifier. Alors là, automatiquement, j'ai l'adresse de mon client qui est reprise. J'ai mon adresse à moi qui est mise en copie cachée. Comme ça arrivera directement dans ma boîte mail. Et puis j'aurai une trace dans cette boîte mail. Et là, je vois que j'ai mon modèle de message qui a été chargé. Et donc éventuellement, je peux le modifier avant que ça parte chez mon client. Voici, comme prévu, l'invitation, etc. Bon, je peux aussi ajouter des fichiers et ajouter des documents qui viennent de la base documentaire. On verra tout à l'heure ce qu'est la base documentaire. Et puis une fois que c'est fini, je peux envoyer mon message et là, mon client va recevoir l'invitation de mon événement. Et alors, a priori, une invitation qui a été éditée par le marketing et donc qui a été partagée auprès des forces de vente. Donc là, on a vu l'envoi direct et indirect. Oui. Ensuite, si on veut personnaliser un petit peu, comment est-ce qu'on fait? Alors en fait, ce mail là, quand il est parti, on avait une ligne ici qui commençait par Damien. Damien, c'est le prénom de notre client. Ça, c'est ce qu'on appelle les champs de fusion. Alors c'est disponible sur les modèles de mail tels qu'on va le voir, et puis on verra tout à l'heure, c'est aussi disponible dans les documents. Alors là, je suis sur un modèle de mail, donc c'est le modèle Booster votre rentrée avec nos nouveautés séminaires. On imagine que c'est le marketing qui a édité ce message. Ce modèle a plusieurs caractéristiques. D'abord, il est associé à un objet. Donc là, en l'occurrence, à l'objet personne. On est parti de la personne Damien Lesage, Ouais. du coup on avait accès à ce modèle. On aurait pu aussi associer un modèle à un objet demande ou à un objet opportunité par exemple. Et là dans notre modèle, c'est ici qu'on va pouvoir rédiger le message. Et on voit qu'on a une ligne un petit peu bizarre qui commence par $$ et dedans on a prénom. C'est donc ça les champs de fusion. Et si on veut, on peut très bien en ajouter. Donc par exemple ici, je vais utiliser la fonction fusion, donc c'est la petite baguette magique. Et en cliquant dessus, je vais accéder en fait à l'ensemble des champs de la fiche personne. Et par exemple, si on veut lui ajouter le nombre de points de fidélité, score de fidélité. Voilà, donc là j'ai rajouté mon tag score de fidélité. Et donc ici, je peux mettre un petit peu de texte.
entre nombre de points et 2. Et donc voilà, là j'ai rajouté un champ de fusion score de fidélité pour indiquer à notre client combien il lui reste de points de fidélité. On va enregistrer. Et cette fois-ci, si on reprend contact avec notre Damien Lesage, eh bien on va voir que si on essaye d'accéder à ce message, eh bien on va avoir non seulement le texte qu'on a ajouté, mais en plus le champ de fusion. Et là, par exemple, Monsieur Damien Lesage a un nombre de points de 50. Voilà, donc rapidement, on a vu comment on pouvait rajouter comme ça un champ de fusion. Comment est-ce que ça marche pour les emailing de masse? Parce que là, on a envoyé un message à un particulier, en fait, une personne. Alors un petit peu de la même manière, dans un emailing, on va retrouver une zone de message. Donc par exemple, on va prendre l'emailing lancement nouveau produit. Hop, donc là on a notre onglet message, donc c'est ici qu'on va définir le contenu de l'emailing. Et donc si on rentre en modification, voilà, on va retrouver un champ modèle. Même chose, je vais pouvoir aller chercher un modèle dans ma base. Invitation au club Ibiza. Je vais pouvoir le charger. Automatiquement, j'ai ma zone de message qui a été mise à jour. Et là, c'est un petit peu la même chose. Je vais retrouver ici la possibilité d'avoir des champs de fusion. Et donc, si on veut refaire ce qu'on avait fait dans le modèle précédent en mettant le prénom, ici, on va rajouter notre champ de fusion. Prénom. Le voici. Et donc là, comme tout à l'heure, je vais avoir mon emailing qui va commencer par Damien ou Laetitia, si le mail t'est adressé, Thomas, etc., etc. Mais ces champs de fusion, c'est aussi intéressant pour les emailing, parce que ça fait partie de la personnalisation des messages. Et on se rend compte que un message qui est adressé à une personne et qui l'interpelle, c'est-à-dire qui commence par son prénom, aura plus de chances d'être lu qu'un message générique. Tout à fait. Donc c'est bien l'intérêt là de cette fonctionnalité. Bon, à la fois c'est pour capter évidemment l'attention du destinataire, et puis effectivement après en termes de délivrabilité, ça a aussi des intérêts, puisque en personnalisant le contenu, Gmail par exemple, qui a un anti-spam très puissant, on va le considérer un petit peu mieux. Donc là, c'est l'email. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir le même type de modèle sur d'autres canaux, par exemple les SMS? On a exactement la même fonction en fait. Par exemple là, si on va sur les SMSing, on va s'intéresser par exemple à un SMSing envoi d'un code promotionnel. On a toujours notre onglet message, et donc on va avoir accès exactement à la même fonctionnalité. Ici dans message, on va pouvoir aller chercher un modèle de message de SMS, bon, accusé de réception par exemple, et on va pouvoir le charger. Et on a également la petite fonction ici de fusion. Alors attention, la fusion de données dans les SMS, bon, il faut faire attention parce que comme tu le sais Laetitia, le SMS, en tout cas dans son format d'origine, est limité. Un petit peu comme les tweets, c'est-à-dire que voilà, on a un certain nombre de caractères, donc plus de 140 je crois. Dans les smartphones modernes arrivent à récupérer les messages, les agréger, etc. Mais enfin, les gens qui ont des téléphones un peu plus classiques voilà, sont encore limités à 140 caractères. Donc attention à ces champs de fusion, parce que forcément, vous ne maîtrisez plus tellement le nombre de caractères qu'il va y avoir dans un champ de fusion, le prénom, le nom, etc. Alors du coup, la pratique, c'est plutôt d'utiliser les champs de fusion, par exemple pour un champ date ou pour un code promotionnel. Enfin, en tout cas, pour voilà, une zone de texte dont vous connaissez bien la limite. Et puis de toute façon, bon, étant limité un petit peu via le format, bon voilà, l'idée aussi d'aller un peu à l'essentiel. Alors, deux petites questions. La première, c'est pour les emailing, en fait. Comment est-ce qu'on fait si on part de rien? Parce que là, tu es parti d'un modèle qui était déjà existant. Si je suis face à la page blanche, comment ça se passe? Alors déjà, on va pouvoir créer un message. Par exemple ici, je vais faire mon template emailing. Template. Objet concerné, on peut mettre personne par exemple. En général, il y a une charte, il y a un travail qui est réalisé. Et du coup, on a ce petit bouton source là, qui va nous permettre de copier du contenu HTML. Donc en général, quand on réalise des pistes graphiques comme ça, il y a un contenu HTML qui est produit. Et donc on va pouvoir le copier directement ici. Et puis après, par exemple, pouvoir rapidement le modifier ou l'adapter. Et puis surtout l'utiliser ensuite. Autre question, comment la liste des champs de fusion à ajouter au modèle de mail du coup ou de SMS, tu nous l'as montré que ça pouvait être utilisé là, est-elle remplie? En fait, quel champ remonte? Alors en fait, il y a deux types de champs. Ici, là, quand on clique, on a ce qu'on appelle des champs présélectionnés. Alors, en fait, ça, c'est des raccourcis que l'administrateur peut définir et qui vont permettre d'aller sélectionner directement un champ. Pour les champs les plus utilisés. Exactement. Après, voilà, quand on est un utilisateur
plus avancé, on va dire, on peut accéder en fait à l'ensemble des champs, mais qui sont liés à l'objet personne. Puisque là, je vous rappelle, on a sélectionné l'objet concerné, qui est l'objet personne. Si j'avais pris la demande, par exemple, j'aurais eu accès à des champs liés à la demande. Donc le demandeur, qui a fermé le ticket, bon, etc., etc. La priorité, etc. Donc voilà, on a vraiment les champs à partir de l'objet qui est concerné, et après on peut descendre comme ça dans l'arborescence. Donc le client de la demande, l'agence du client de la demande, la zone géographique de l'agence du client de la demande, etc., etc. Est-ce qu'on peut mixer les objets pour le même modèle? Alors en fait, il y a une petite possibilité qui existe pour un cas très particulier, qui est le cas des personnes et des silhouettes. En fait, quand on envoie une newsletter, on peut sélectionner ces deux types d'objets, personnes et silhouettes. Et du coup, en fait, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, les champs prédéfinis, je vais pouvoir utiliser ces champs présélectionnés. Et en fait, il y a une correspondance entre le champ de la personne et le champ de la silhouette. Du coup, on peut travailler à la fois sur une cible personne et silhouette et en utilisant ces champs de fusion. Alors uniquement par contre ceux qui sont dans les présélectionnés. Il n'y a que là qu'on a cette capacité à mapper les champs personnes et les champs silhouettes. Mais en tout cas, oui, c'est possible. Alors, autre question, et ça va nous aider à faire la transition. Donc, on a vu les modèles d'email et de SMS. Est-ce qu'il est possible de travailler sur du support papier? C'est une très bonne transition vers notre prochaine fonctionnalité qu'on voulait aborder aujourd'hui, qui est le référentiel documentaire, qui sert effectivement à ça, à définir des modèles, alors des modèles de documents qui peuvent servir pour le courrier et pour des documents internes, donc je sais pas, un document de travail, un document de synthèse, une fiche que je veux imprimer avant d'aller en rendez-vous. Et alors du coup, ce référentiel documentaire, on va le trouver géographiquement dans le module marketing. Voilà, je vais retrouver en fait tous les modèles qui sont utilisés dans mon CRM. Alors par exemple, on va rechercher la synthèse client. Alors là, j'ai défini en fait un modèle de document. Alors là, qui n'est pas un courrier, mais on verra le cas du courrier après. Un modèle de document qui est synthèse du compte. En gros, ce que je veux là, c'est produire un document, Word ou PDF, à destination de mes forces de vente pour qu'ils aient une synthèse de leur compte dans un fichier Word et qu'ils puissent par exemple l'imprimer avant d'aller en rendez-vous ou l'utiliser voilà, pendant le rendez-vous. Alors en fait, ce référentiel, bon voilà, on lui a donné un nom. On a un système de versionning également, donc on peut enregistrer des précédentes versions d'un même document. Même chose que tout à l'heure, on va l'associer à un objet. Donc là, en l'occurrence, il est associé à l'objet entreprise. Et donc, on va pouvoir personnaliser le document en fonction de données entreprise. La source du fichier est ici. Même chose, je lui associe une langue. Et là, alors j'ai une fonction lien Word bon, qui porte mal son nom et qui va être modifiée, mais en gros, cette fonction sert à activer la fusion Word et PDF sur les fiches. Voilà, donc là j'ai défini comme ça mon document. Alors à noter qu'on a une fonction également de disponibilité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui permet de définir quels sont les profils qui vont pouvoir accéder à ce document. Donc là on en a coché un certain nombre, dont le profil commercial. Alors côté utilisateur, on va par exemple s'intéresser à notre client Fabulous Garden. Et en haut à gauche, là on voit on a deux boutons. Un bouton pour générer un document PDF et un bouton pour générer un document Word. On va utiliser la fonction Word. Et là dedans, je vais retrouver mon entrée synthèse du compte. J'ai la petite icône ici verte là qui va me permettre de générer le document. Donc là ce qui va se passer, c'est que IDIL va prendre le modèle et probablement va fusionner certaines données définies par l'administrateur pour personnaliser le document. Typiquement, je vais avoir voilà, le nom de l'entreprise, le téléphone, l'adresse, les informations de connaissance client, le champ commentaire, et puis je peux aussi avoir les objets liés, donc par exemple les opportunités ici. Les interlocuteurs, bon, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la capacité aussi d'aller afficher les données en fait qui sont dans les onglets là, c'est-à-dire les objets liés. Donc, on aurait pu mettre aussi les commandes, bon, les implantations, bon, etc., etc. Alors là, j'ai sorti au format Word, mais on a également le format PDF qui existe. Alors, tu nous as montré qu'il y avait possibilité de mettre des tableaux dans le Word. Oui. Quelle latitude on a sur la présentation de ces tableaux? Est-ce que l'ordre est aléatoire? Est-ce qu'on peut trier? Est-ce qu'on peut filtrer? Comment ça se passe? En fait, on va aller regarder la source qui est définie par l'administrateur. Hop, donc là, je l'ai enregistré le modèle sur mon bureau. Et on va ouvrir le document avec Word. Alors, à noter une petite spécificité, en fait, ces formats de documents, donc vous voyez .xml, là, c'est des formats de Word. Hein. On appelle ça le format XML 2003. Petite subtilité, c'est le nom de ce format. Et donc, quand on édite des documents, il faut les enregistrer avec ce format que Word appelle XML 2003.
Ici, bah voilà, on a utilisé un petit peu comme tout à l'heure la syntaxe $$ avec les noms des champs à chaque fois. Donc le nom de l'entreprise, le téléphone, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les champs de fusion. Pour faire ce qu'on appelle les tableaux, là, les listes, eh bien on a une petite syntaxe aussi particulière qui s'appelle table, qui va me permettre de dérouler, par exemple, une liste d'opportunités. Alors il faut mettre ça dans un tableau, un petit peu comme c'est fait ici. Donc mettre un en-tête avec voilà, les noms des colonnes, mettre une ligne avec notre syntaxe table, une ligne tout à la fin pour indiquer que c'est la fin de la table. Et puis dedans, bah, on a par exemple un paramètre condition. Donc là, on est en train de dire je veux toutes les opportunités de mon entreprise. Et puis on a d'autres paramètres. On a un paramètre filter où dedans on aurait pu mettre uniquement les opportunités gagnées. Là, je suis en train de dire je veux toutes les opportunités qui sont au statut commande. Et puis on aurait pu aussi dire je veux les trier en fonction de la date. Et puis je vais mettre un ordre descendant, donc j'aurai les plus récentes en premier. En faisant ça, je vais avoir la liste de mes commandes en quelque sorte. Tous ces codes, on peut les retrouver où? Parce que toi, tu fais ça de tête, mais parce que tu as 15 années de référentiel documentaire derrière toi. Pour ceux qui débutent, où on peut trouver ça? Alors pas de panique, on va trouver ça en fait très simplement dans le module admin. Donc il faut pouvoir y accéder évidemment à ce module. Et donc dans l'onglet données, la section dictionnaire, en fait ici je vais retrouver tous mes champs. Donc par exemple là si je veux retrouver des champs sur l'opportunité, je vais choisir le module, c'est le module sales hein, évidemment. L'opportunité, et là voilà, je vais retrouver tes hop sto id, hop numref, etc., etc. Donc là voilà, je peux copier directement le nom de ces champs. Alors après pour toutes les subtilités, voilà, effectivement il y a des syntaxes, il y a plein de paramètres qu'on peut utiliser. Et ben on peut regarder dans la documentation admin. Oui, tout à fait. Ok. Autre question, est-ce que les champs custom peuvent être utilisés dans les champs de fusion? Oui, oui, bien sûr. Tous les champs custom sont utilisés dans les champs de fusion et bénéficient des mêmes possibilités que les champs standards. Ok, alors on reste sur les documents Word et là on va plutôt s'intéresser aux documents qui peuvent servir pour des actions de marketing direct. Comment faire? Alors, on va par exemple se mettre dans le cas d'un événement. Mettons Laetitia que tu organises, on met un séminaire à Deauville. Allons-y. Voilà, bah, tu as fait ta liste d'inscrits, etc. Et puis, bah, tu vas vouloir préparer cet événement. Donc la même chose, tu as accès à des fonctions de fusion Word et bah, tu vas pouvoir éditer un certain nombre de documents. Alors par exemple, on va avoir la possibilité d'éditer la feuille d'émargement. Hop, donc là automatiquement je vais avoir la liste de tous les inscrits qui vont être dans un tableau. Et puis du coup tu peux l'imprimer et puis les faire signer pour effectivement ils ont participé à l'événement. Alors ça marche bien pour une formation aussi, ce genre de choses. On peut aussi éditer des badges. Donc là on va voir, on va éditer le document. Et pour tous les participants, bah, j'ai un petit badge qui est généré et puis qui va être prêt à l'impression. Juste une petite précision parce que parfois c'est ce qui arrive, c'est que on a plein de personnes qui sont marquées pour un événement, mais finalement il n'y en a que quelques-uns qui vont finir inscrits. Du coup, on peut faire le tri suivant le statut de la personne en fait. Oui, on peut dans le filtre, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut effectivement indiquer uniquement les statuts qui nous intéressent. Ok. Et puis alors il y en a un qui est aussi intéressant, c'est le courrier de convocation. Alors d'abord on va le générer. Voilà, donc là j'ai un courrier en fait qui a été produit pour l'ensemble de mes participants. Voilà, donc là j'ai Pauline Parmentier, bon, etc., etc. Je vais retrouver Élise Pouget. Bon voilà, pour chacun en fait des participants à l'événement, eh bien, je vais avoir un courrier qui va être produit et donc je vais pouvoir imprimer ça. Donc là on est vraiment sur des fonctions type publipostage, hein. C'est vraiment les mêmes fonctions qu'on utilise dans Word. On va pouvoir comme ça faire ce qu'on appelle des séries en fait, des listes. Et si on va regarder dans la source, donc là ça c'est mon modèle. Comme tout à l'heure, je l'ai enregistré sur le bureau et je vais l'ouvrir avec Word. Hop, alors on va demander à Word de nous afficher ça bien. Et donc là, bah, vous voyez, ce que j'ai utilisé en fait, c'est encore un autre élément qui est le docpart. Cette syntaxe va nous permettre de faire des boucles un petit peu comme tout à l'heure sur les tables, mais qui va aussi nous gérer les sauts de page. C'est-à-dire qu'en fait, il va me faire mon courrier et après il va démarrer à chaque fois une nouvelle page. Avec cet outil, bah, je vais pouvoir rapidement faire mon document et alors après, bah, voilà, j'utilise toujours les champs de fusion pour définir le contenu de mon message et à la fin. On a toujours notre end, comme pour les tables. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a possibilité de personnaliser une pièce jointe Word lors d'un envoi d'un email type? Par exemple,
J'envoie un devis. On a effectivement cette fonction sur l'objet opportunité et il me semble aussi sur l'objet personne. On y reviendra tout à l'heure. Alors, sur l'objet opportunité, vous voyez un petit peu ce que c'est, quoi. C'est le besoin du client, voilà, qu'on va traiter au sein de notre département commercial. Donc, on l'a affecté d'ailleurs à Dominique Miller, qui est un conseiller commercial, bon, voilà, avec un certain nombre de données. Et puis, on a ces fonctions donc de fusion en haut, toujours pareil, donc PDF, Word. Et donc, dedans, bah, je vais avoir par exemple la possibilité de générer un devis. Donc là, ça, je peux très bien voilà, générer un devis, bon, pour particulier ou pour entreprise dans notre exemple. Et puis, on a cette fonction qui est lié à la fusion, mais qui nous permet d'envoyer des documents par mail. Alors, on va l'activer, on va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors, je travaille sur mon opportunité séminaire kick-off. Ici, je peux rechercher un modèle de document. Bon, là, j'en ai deux, ça va être assez simple. Et par exemple, là, je vais pouvoir générer un devis pour particulier. Par exemple, si je veux l'envoyer au format PDF, je vais pouvoir cocher le format PDF et devis pour particulier. Alors, je peux aussi le visualiser. C'est-à-dire que là, si je clique dessus, eh ben, je vais avoir un document qui va m'être généré. Et donc, on va pouvoir prévisualiser le devis pour le particulier. Donc ça, c'est le modèle de devis. Donc là, ça utilise vraiment une fonction du référentiel documentaire, hein. Et ça me l'a généré, donc Thomas Loiret. Ça a repris le contexte de l'opportunité avec un numéro de référence. Et puis le détail du devis, donc avec un certain nombre de produits qui sont proposés. La signature du conseiller. Voilà, puis l'entête et le pied de page. Oui, on voit qu'il y a possibilité quand même de faire une en-tête et pied de page sur un PDF. Tout à fait. Je vais choisir le modèle Votre devis Voyage Plus. Je vais le charger. Et là, c'est un petit peu comme tout à l'heure. En fait, je peux, comme ça, modifier un peu le contenu du message avant qu'il soit envoyé. Et lui aussi, il réutilise des données de l'opportunité. Donc le numéro de référence, le type de besoin, les coordonnées du conseiller, bon, etc., etc. Et là, je peux mettre une adresse mail. Alors probablement, j'ai dû prendre une personne qui n'avait pas d'adresse mail, mais c'est pas grave, je vais mettre la mienne. Je peux aussi rajouter d'autres personnes, hein. Une fois que j'ai terminé, je peux envoyer. Alors, avant d'envoyer, je peux aussi décider si je veux créer une interaction. C'est-à-dire, est-ce que je veux tracer l'envoi de ce devis dans IDIL. Donc là, on va l'activer. Du coup, IDIL va créer une interaction pour l'envoi de ce devis. Donc là, ça envoie l'email fusionné, le devis fusionné en pièce jointe. Exactement. On va faire envoyer. Mon email est parti. Là, je vais avoir la même fonction sur la personne. Donc, même chose, hein, je peux comme ça utiliser un document de fusion. Par exemple, je ne sais pas s'il y a une demande de catalogue. Et puis voilà, utiliser un modèle de message pour envoyer mon document. Donc là, on voit que la liste des documents qui sont disponibles, la liste est différente de celle qui était liée à l'opportunité. Oui, oui, parce que du coup là, il me propose des modèles de documents effectivement Liée à qui sont l'objet liés. personne. Voilà. Alors, une petite subtilité, là, on peut ajouter des fichiers. Et puis, on peut même ajouter d'autres documents qui viennent du référentiel documentaire. Mais là, attention, ceux-là vont pas être fusionnés. Donc, ça va être des documents qui sont simplement utilisés comme ça, comme Les fiches de connaissances, par exemple, ou des choses voilà, comme ça. par exemple. Ok. Pour le choix d'un modèle, à part le nom du modèle, existe-t-il un aperçu préalable? Et bien là, en fait, ici, là, je l'ai l'aperçu. Là. Il suffit que je clique, par exemple, là, si je veux l'aperçu de ce courrier demande de catalogue au format PDF, je clique dessus et là, il me génère le document avant qu'il soit envoyé. Donc il va faire la fusion. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre une pièce jointe à un modèle d'email pour qu'il n'y ait aucun oubli? Et une pièce jointe qui ne serait pas fusionnée en fait. Alors, on va prendre par exemple notre invitation au séminaire Booster votre rentrée. On va faire modifier. Et effectivement, on a une zone fichier. Alors, comme tout à l'heure, hein, soit on rajoute un fichier qui vient de notre bureau ou voilà, de réseau, soit j'utilise un document qui vient du référentiel documentaire. Ok, Donc oui. parfait. Est-ce que les champs de fusion qui sont présélectionnés, si tu te souviens tout à l'heure, on était sur la personne par exemple, on avait civilité, nom de la personne, etc. Est-ce qu'ils sont dépendants ou indépendants de l'objet concerné? Ils sont dépendants de l'objet concerné. Donc sur une personne, on va retrouver la civilité, sur une
demande, on trouvera. Alors, sur demande, en fait, là, dans mon exemple, il n'y en a aucun qui est défini. Donc, effectivement, du coup, là, j'ai aucun champ présélectionné sur mon objet demande. Donc vous voyez que c'est dépendant, parce que sur personne il y en a et sur demande il n'y en a pas. Et si je prends silhouette, je pense que je vais en avoir. Voilà, j'en ai quelques-uns sur silhouette. Donc, effectivement, oui, c'est lié à l'objet. Et on a cette possibilité, là, comme je disais, de mapper silhouette et personne pour pouvoir s'adresser à deux objets à la fois. Ok. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils en fait comment bien gérer le référentiel? Il y a une fonction également qui est gérée avec le référentiel documentaire, qui est une fonction bien particulière et qui est souvent beaucoup utilisée, encore une fois, pour les mailings. C'est la fonction d'export sur une population. Par exemple, voilà, scoring soleil ou golf, donc c'est ma population avec laquelle je veux travailler. Dans la section utiliser, d'abord je peux choisir le format de ma sortie, parce qu'en fait c'est une fonction qui permet d'exporter toutes les entrées de la population dans un format bien précis. Donc je peux choisir le délimiteur et le séparateur, donc ça vous savez c'est pour définir les formats de fichiers plats. Et notamment c'est pour notamment envoyer ce flux de données à un routeur qui va générer les courriers. Et donc lui en général a un format bien particulier qu'il attend et donc je peux le définir comme ça. J'affiche ou pas les antennes, donc le nom des colonnes. Je peux choisir une adresse, puisque très souvent on va travailler avec une adresse, hein, on est sur du courrier. Et alors ces adresses sont typées dans IDIL. Et donc du coup je peux choisir une priorité pour chaque contact. Par exemple ici j'ai une règle qui va me permettre d'aller chercher d'abord l'adresse de facturation, si elle existe. Si j'ai pas l'adresse de facturation, une adresse professionnelle. Et enfin, si elle n'existe pas, l'adresse du siège. Ok. Ici, j'ai une autre règle où on va d'abord chercher l'adresse personnelle et après l'adresse professionnelle, par exemple. Alors, on va prendre par exemple celle-ci. Et puis là, j'ai ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le modèle. Et donc là, je vois que j'ai deux modèles, un mailing simple et un mailing complet pour envoi au routeur. Je fais OK, et après, je vais avoir un document qui va être généré. Hop, voilà, bon, après il m'ouvre ça dans Excel. Voilà, donc là, je retrouve mon document. Alors ça, où est-ce qu'on peut le définir? Toujours dans le référentiel documentaire. Ces documents, il faut les réaliser au format texte. Et voilà, par exemple, là j'en ai trois, dont nos deux mailings. Et là, je vais retrouver par exemple mon modèle mailing complet pour envoi au routeur. Alors ce qu'on a fait ici, c'est que on l'a défini en type texte. On a défini l'objet population, puisque voilà, c'est comme un document de fusion tout à l'heure, hein, c'est lié à un objet. Alors, on n'active pas la fusion Word PDF dessus, hein. Et ici, j'ai ma source. Et donc, si on va regarder la source, en fait, c'est très simple. Hop, téléchargement est terminé. Voilà, ici, j'ai défini un format de fichier. Alors, c'est un petit peu comme la fusion, hein, parce que là, on va utiliser des noms de champs. Et puis, on met le nom de l'entête de la colonne, juste à côté. Ok. Donc ça, c'était pour les modèles d'export, en fait, de données. Reste sur cet écran les droits, en fait, les droits d'accès, donc tu en as parlé un petit peu. Oui, voilà, en fait, ça permet simplement de dire quels sont les profils utilisateurs qui vont accéder aux documents du référentiel documentaire. Alors après, comment est-ce qu'il est possible de partager un document au sein d'une équipe ou au sein de toute la société? Alors en fait, oui, c'est vrai qu'on peut aussi utiliser le référentiel documentaire pour simplement mettre à disposition un document via un raccourci dans le CRM. Par exemple ici, je vais avoir accès directement à un document qui est une présentation. Donc là, j'ai cliqué. Et là, automatiquement, IDIL va m'ouvrir PowerPoint. Et voilà, donc là, par exemple, j'ai accès à la présentation standard de Voyage Plus. Donc par exemple, si je suis en clientèle ou par exemple avec ma tablette, et en un clic, je peux comme ça accéder à la présentation et puis présenter avec un petit support l'entreprise. Je peux aussi par exemple télécharger, voilà, donc là je vois j'ai encore un autre document, un document Word, et là dedans je vais retrouver par exemple Les chiffres clés. voilà, les chiffres clés de l'entreprise. Donc ça, même chose, je suis en visite chez un client, et je vais pouvoir... C'est ton anti-sèche. Voilà, une sorte d'anti-sèche, voilà, exactement. Voilà, avec l'offre, les chiffres clés, bon, etc., etc. Voilà, donc en fait, ça, c'est des documents très simples, hein, qui sont édités par marketing. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait deux choses. D'abord, on les a rentrés dans le référentiel documentaire. Donc ça veut dire qu'on les a uploadés pour que tout le monde puisse y avoir accès? C'est ça. Voilà, référentiel documentaire.
Voilà, diaporama voyage plus en chiffres. Et après, on a utilisé les entrées de menu, donc dans le module administrateur, pour rajouter des raccourcis vers ces documents. D'accord, avec possibilité de ne les rendre accessibles qu'aux commerciaux, par exemple, pour Voilà, la présentation Voyage Plus. exactement. Alors, on a même fait d'autres choses. Ici, on a mis des tutoriels. Donc ça, c'est possible aussi. On a fait des petits tutoriels au format PowerPoint. Et puis, même chose, on les a mis dans le module, enfin dans un module utilisateur. Et puis, chacun peut aller utiliser ces tutoriels directement depuis l'interface IDIL pour voilà, voir un petit peu un process un peu sensible et puis avoir une sorte d'anti-siège dans l'utilisation d'IDIL, quoi. Ça fait une aide en ligne en image. Voilà, exactement. Ok. Écoutez, cette fois, on a vraiment fait le tour du référentiel documentaire. Est-ce que, Thomas, tu peux nous dire ce qui va évoluer, hein? Alors, en termes de roadmap, d'abord en termes de bureautique, donc on travaille sur une piste là pour développer un plugin Office qui nous permettrait d'éditer les modèles directement depuis Word et par exemple d'aller chercher le nom des champs directement via une petite application dans Word. Et alors après, pourquoi pas d'utiliser des syntaxes prédéfinies, les tables qu'on a vues, l'autre élément qu'on a vu, docpart, etc. Bon, l'idée étant de faciliter la vie un peu de l'administrateur et puis vraiment d'utiliser tout le potentiel de cette fonction. Ça veut dire ne pas repasser par le dictionnaire, chose que tu as faite tout à l'heure. Voilà. Ok. Les procédures là qu'on vient de voir vont aussi pas mal évoluer. On va prendre en compte le canal SMS, donc on pourra définir des actions de type SMS à faire. On pourra envoyer automatiquement des actions avec les procédures. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut créer des interactions par mail ou par SMS, enfin prochainement par SMS, mais c'est uniquement des interactions à À faire. faire. Là, on va pouvoir envoyer automatiquement un mail ou un SMS à Tu veux partir d'une dire procédure. mixer la procédure et les fonctions de marketing récurrent qu'on a. Voilà, on n'est pas loin, effectivement, on n'est pas loin du marketing récurrent. Et puis ces procédures, on va pouvoir les lancer à partir de règles. Donc ça, c'est le moteur de règles sur lequel on travaille pour la prochaine version. En gros, ça va vraiment devenir un système de notification complètement paramétrable et donc des notifications qui vont pouvoir être envoyées à partir de conditions définies dans l'application. Alors il y a une autre évolution là qu'on n'a pas mise qui concerne les modèles de messages. Alors on va se mettre par exemple sur un emailing. Et puis je vais vous illustrer ça un petit peu en image. Alors, ici on a un modèle de mail. Voilà, message. Alors ce qu'on va pouvoir faire dans la prochaine version, c'est utiliser une syntaxe if et par exemple mettre per segment égale gold, mon contenu gold, et utiliser par exemple une syntaxe else if Autre. voilà, donc là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire avec cette syntaxe, c'est faire du contenu conditionnel en fonction du profil client. Donc là, par exemple, on a choisi le segment Gold et on a dit pour ce segment, eh ben, je vais mettre un contenu adapté. Donc, des images, une accroche, une bannière, des liens. Par contre, si ma cible n'est pas sur le segment Gold, eh ben, je vais avoir un autre contenu qui va être généré. Ce qui permettra aussi, par exemple, là je vois le cher dollar dollar civilité. Si civilité est égal à monsieur, à ce moment-là cher s'écrit comme ça, et sinon on le met au féminin. Bien vu, Laetitia. Tout à fait. C'est exactement ça. Bon, ça c'est la roadmap. Est-ce que tu peux nous dire en deux trois mots ce qu'il faut retenir du webinar de ce matin Alors, à emporter? ce qu'on a vu ce matin. On a vu qu'on pouvait donc dans Edil gérer des modèles de documents et des modèles des templates de mail et SMS. Alors on peut les utiliser sur du one-to-one, donc envoyer un mail à un client ou un SMS. On peut aussi les utiliser dans les campagnes digitales, campagnes d'emailing, campagne de SMSing. On peut générer des courriers au format Word et PDF. Alors ça peut être des courriers ou des documents de travail internes, travail sans S. Euh, et en utilisant notamment pour toutes ces fonctions, les fonctions de fusion de données, donc pour personnaliser le message au moment de l'envoi.
Alors après, on a d'autres fonctions qui sont liées. On a vu qu'on pouvait partager comme ça un document rapidement, donc une présentation d'entreprise par exemple, et la mettre directement dans l'entrée de menu Idle. Très utile notamment pour les utilisateurs nomades, voilà, qui sont avec leur tablette. On peut exporter des coordonnées pour une campagne de mailing, donc pour envoyer des coordonnées à un routeur. Et enfin, on a vu que tout ça était lié avec les procédures. Donc, quand on veut générer une action courrier, email et bientôt SMS, on peut définir un modèle à utiliser par défaut pour vraiment, on va dire, accélérer le processus utilisateur. Alors, on espère que vous avez appris plein de nouvelles choses, ou en tout cas que vous en avez révisé certaines avec ce webinaire. Merci Thomas. Merci à toi, Laetitia. Bonne journée à tous et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.